Alors, je suis tombée dans la marmite de l'égalité entre les hommes et les femmes il y a 15 ans. J'avais beaucoup tourné autour, la faute d'une mère qui disait à ses filles « Vous savez, les hommes, c'est facile, mais les diplômes, c'est difficile. Ne lâchez jamais. Les diplômes, c'est la survie des femmes. » Alors, j'ai passé des concours, mais un peu toujours dans la répétition d'une histoire familiale. Je me disais que finalement, aller dans les grandes écoles, ça allait me donner un surcroît de féminité, comme on dit, que j'allais pouvoir dire des bêtises, être futile, mettre de la dentelle et des talons, sans que jamais on me prenne pour une idiote. C'était quand même un avantage. Alors, j'ai vraiment continué sur cette trajectoire, tant j'étais persuadée, tant j'étais convaincue de ce carcan du statut des femmes qui était toujours objet de désir et non pas sujet d'ambition, objet d'emprise et non pas sujet de pouvoir, voué à la complémentarité et non pas à l'égalité. Alors, il y a 15 ans, parce qu'il n'y a pas de hasard, j'ai été nommée chef du service des droits des femmes et de l'égalité au ministère des Affaires sociales, et là, j'ai bu la potion magique. Celle qui dessille les yeux et le cœur, celle qui vous donne à jamais la rage de voir et de résister. Parce que cette potion magique, finalement, alimente des qualités qui sont absolument inaltérables à travers le temps. Premièrement, l'opiniâtreté. Deuxièmement, la colère. Troisièmement, le bonheur de travailler avec d'autres en lien, en partage. Alors, vous avez devant vous une femme acharnée, très en colère et plutôt heureuse. Alors, pourquoi ce cocktail étonnant ? Mais je crois que ça correspond finalement aux 3 étapes, aux 3 statuts, 3 constats de l'égalité aujourd'hui. L'égalité, c'est un paradoxe, c'est un manque, c'est aussi un espoir. Alors, l'égalité est un paradoxe, on le sait tous quand même, l'égalité et le travail des femmes, c'est la grande révolution du XXe siècle. 83% des femmes âgées de 25 à 49 ans travaillent, les 2/3 des diplômés du 3e cycle, ce sont des femmes, et en plus, elles font des enfants. On a un taux de fécondité de 2 en France, l'un des meilleurs d'Europe. Les femmes françaises sont formidables. Mais en même temps, il y a ce que j'appelle la tragédie des 20%. Les femmes, c'est 50% de l'humanité, et même un peu plus. Et pourtant, 24% d'écart de rémunération, 27% de femmes à l'Assemblée nationale, à peine 30% de femmes dans les conseils d'administration, 18% de femmes expertes dans les médias, 20% du travail domestique pour les hommes, 20% du temps partiel pour les hommes, 50-20, où est l'erreur ? Eh bien, je crois que l'égalité, c'est cela. Elle est faite d'avancées formidables et puis de régressions soudaines. Si on regarde en équivalent temps plein, alors le temps, l'activité, le taux d'activité des femmes ne progresse plus depuis les années 90. Et puis, si les femmes cadres jouent le jeu de la mixité, les femmes non cadres s'enfoncent de plus en plus dans la précarité. Les 2/3 des bas salaires, ce sont des femmes. Quant à la parentalité, je vous rassure, elle est toujours bancale. 1h30 de plus de travail domestique et parental pour les femmes, payées en amour par jour, et 1 heure de travail pour les hommes de professionnels de plus par jour, payés en argent. Et c'est là qu'intervient ma passion d'agir. Je suis une technocrate, mais qui ne cesse de penser, d'essayer d'innover, de faire des politiques publiques dans les 4 grands domaines de l'égalité, c'est-à-dire l'accès des femmes aux responsabilités, l'égalité professionnelle, la défense des droits personnels et sociaux des femmes, l'IVG, la contraception, la lutte contre les violences et l'articulation des temps de vie. Je ne cesse de rajouter des briques pour ce Lego de l'égalité. Je suis une bricoleuse de l'égalité. Mais l'égalité, c'est aussi un manque, c'est aussi un jeu de dupes. Car finalement, dans les 3 avancées formidables des femmes, la liberté de disposer de son corps, l'accès au savoir, l'accès au pouvoir, manque aujourd'hui ce qui fait le lien, ce qui fait le ciment. C'est le respect, la reconnaissance. Et à la place, nous avons une forme de mépris, ce qu'on appelle le sexisme. Eh bien, le sexisme, c'est lié à un système de représentation fondé sur des stéréotypes qui assignent hommes et femmes à des comportements dits masculins ou féminins qui sont formatés à l'avance.
Et cela crée des pétrifications mentales qui fait qu'on a un pied en avant, un politiquement correct, vive l'égalité, et puis des cerveaux totalement archaïques. Les stéréotypes, c'est un classement du monde. On a besoin de classer le monde. Mais à la différence de la catégorisation, qui est une opération mentale, normale et mathématique, qui consiste à classer les choses et les êtres à partir de leurs caractéristiques communes, les stéréotypes, c'est un faux classement, un classement erroné du monde, une généralisation mensongère, et qui crée un système binaire. Et en plus de cela, non seulement cela crée un système binaire, mais le masculin dans ce système l'emporte toujours sur le féminin comme en grammaire, et le féminin est toujours affecté d'un coefficient symbolique négatif. Par exemple, si on prend le dur, le mou, la rigueur, l'intuition, l'actif, le passif, l'actif, eh bien dans nos sociétés occidentales, l'actif est valorisé, c'est l'homme. Dans les sociétés orientales, où l'actif est dévalorisé, c'est l'énergie brouillonne, celles qui ne savent pas très bien ce qu'elles font, ce sont les femmes. Et le passif est valorisé, c'est la maîtrise des passions, l'ataraxie du sage, et ce sont les hommes. Alors, voilà comment ça fonctionne depuis l'enfance. Quelques petites publicités pour montrer comment, dès la naissance, et encore là je les ai prises à un certain âge, vous avez des belles danseuses, vous ne les voyez pas beaucoup sur votre écran, elles ont un tutu rose, elles sont souriantes, elles sont propres sur elles, un petit peu nunuches. Et voilà l'équivalent, la Société Générale, on est plus fort quand on travaille en équipe, et voilà les garçons, ils sont tous comme ça, avec le ballon, on ne sourit pas, on est crotté des pieds à la tête, on a l'avenir devant soi. Un petit peu plus vieux, ça donne ça. Cette publicité, elle a 1 mois. Conseil général d'un département dont je ne vous donnerai pas le nom. Un petit garçon qui se tient bien, il se tient droit, il va pousser. Et la petite fille qui, au sens propre et au sens figuré, se serre la ceinture avec un maître et se met la main sur la tête, alors que, de fait, elle est plus grande que le garçon. Carnet de santé d'un conseil général. Et ça donne ça quand ils sont étudiants, salon des grandes écoles, parité parfaite, 2 garçons, 2 filles. Mais l'algorithme, la bulle qui sort de la tête du garçon, c'est un algorithme extrêmement compliqué. Et la bulle qui sort de la tête de la fille, c'est 1 + 1 = 3. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Alors, cela commence dès la naissance. Dès la naissance, c'est ce que j'appelle les 6 cercles des impuissances apprises. Pour les petits garçons, on les pousse à aller vers l'extérieur, maîtrise de l'espace, autonomie, prise de risque. Les petites filles, on les laisse plutôt dans le calme et le désir, l'apparence. En ce qui concerne la gestion des émotions, interdiction des émotions pour les garçons, sauf la colère, expression des états émotionnels pour les filles. En ce qui concerne les jeux de manipulation et de construction pour les garçons qui apprennent les compétences spatiales et mathématiques, jeux de rôle, les prêts à jouer, jeux d'imitation pour les filles, la dinette, etc., qui leur apprennent certes les compétences verbales, mais qui ne les poussent pas à innover et à construire. Du côté du sport collectif, l'exploit pour les garçons, le beau avoir, l'élégance pour les filles. Du côté des vêtements, on incite les petits garçons à être à l'aise, à pouvoir se mouvoir dans l'espace sans problème, beaucoup de nœuds et beaucoup d'agrafes dans le dos pour les petites filles qu'on empêche de se dépenser et de se salir. Et ne parlons pas de la littérature jeunesse. Alors, évidemment, qu'est-ce qui naît? C'est la colère. Une colère intacte. Je suis une femme extrêmement en colère devant cette situation. Et en colère à triple titre. Premièrement, c'est que finalement, les stéréotypes peuvent aboutir à créer, in fine, de la discrimination, c'est-à-dire à traiter des individus qui sont pourtant dans la même situation, mais de façon différente, et aboutir au sexisme, c'est-à-dire une idéologie qui érige la différence sexuelle en différence fondamentale, entraînant un jugement sur l'intelligence et les comportements. Et donc, cela crée de l'exclusion. Le sexisme est un outil d'exclusion, et ça aboutit au sexisme ordinaire. « Mais tu es enceinte, je croyais que tu aimais ton travail. » « Mais je ne vous dévisage pas, mademoiselle. Je vous envisage. Mais c'est quoi cette Barbie qui vient d'arriver dans le service? Etc., etc. Et deuxièmement, le sexisme crée un sentiment de fragilisation
de son efficacité personnelle. J'ai fait une enquête auprès de 25 000 salariés dans 9 grandes entreprises françaises. 80% des femmes salariées disaient avoir été victimes de sexisme et 93% disaient que ça avait impacté négativement leur sentiment d'efficacité personnelle. C'est ce qu'on appelle l'autocensure. Alors évidemment, nous les femmes, nous avons finalement un sentiment de légitimité beaucoup plus fragile, qu'on nomme aussi le sentiment d'usurpation ou le sentiment d'imposture. On se sent toujours soit démissionnaire de la sphère privée, soit usurpatrice de la sphère publique. On est toujours dans le trop ou le pas assez, jamais dans le très ou le suffisamment, qui sont des adverbes beaucoup plus usités par les hommes. Et donc, ce grand écart, cette difficulté d'avoir ce sentiment de légitimité aussi bien construit que chez les hommes pose problème dans la vie au travail. Mais, et c'est le dernier point, l'égalité, c'est aussi un espoir. Espoir d'abord parce que les hommes, ils sont aussi victimes de sexisme. Pas du tout de la même façon, je vous rassure, mais tout de même, il y a une sorte de grammaire identitaire qui encadre le masculin. Être toujours un gagnant, ne jamais montrer de faille dans l'armure, être one of the boys. Il y a un coût de la virilité triomphante. Et puis, ils ont de plus en plus un sentiment de dépossession, car l'entreprise n'est plus l'assurance tout risque qu'elle était autrefois, il y a 50 ans. Ils se retrouvent très souvent au chômage. Et puis voilà qu'arrivent des femmes talentueuses et que la lutte des places devient extrêmement importante. Et pourtant, de plus en plus, il y a le désir qui émerge d'un double système de reconnaissance, d'un double système d'appartenance, où il y ait un meilleur équilibre de vie. Et puis les neurosciences nous apportent le salut également. C'est-à-dire que la différence des sexes n'entraîne pas celle des aptitudes. Simplement, les petites filles et les petits garçons n'apprennent pas la même chose à l'école. Les hommes et les femmes, ils ne sont pas faits pareil, mais ils peuvent faire pareil. Les neurosciences nous montrent qu'il n'y a pas de différence significative dans les cerveaux des fœtus, des petites filles et des petits garçons, sauf dans l'hypothalamus qui contrôle les fonctions physiologiques de la reproduction, mais sinon aucune différence significative, que ce soit des capacités cognitives, comme l'entendement, la capacité de raisonner, ou sensorielles, comme l'audition et la vision. Alors c'est là que l'espoir arrive, c'est là aussi le bonheur de travailler, le bonheur de construire une société qui soit fondée sur l'égalité et non pas sur la complémentarité. Car que voulons-nous ? Est-ce que nous voulons une société où les femmes, en gros, s'occupent à majorité des enfants avec un petit chouïa de salaire d'appoint, et puis les hommes qui sont des pourvoyeurs de revenus avec un petit chouïa de care? Ou voulons-nous une société égale? Alors moi, je fais pour maintenant, mes petits-enfants, un rêve en 4 temps. Premier rêve, c'est luttons contre les impuissances apprises, qui entraîne dans un formatage qui voue les filles à se pomponner et à pouponner et les garçons à calculer et à crapahuter, qui interdisent quasiment les filles du monde du dehors et de l'abstraction et les garçons du monde du dedans et de l'émotion. Il faut ouvrir des brassées de puissance nouvelles à nos enfants. Deuxième rêve, arrachons les étiquettes du masculin et du féminin pour nous entraîner dans tous les domaines du possible sans avoir de sentiment d'imposture. L'intuition n'est pas plus féminine que la rigueur est masculine. Ce sont 2 qualités qui sont divisées entre les individus en fonction de leur talent propre et non pas de leur sexe. Troisièmement, négocions le partage. L'heure est venue de la négociation conjugale. L'heure est venue, en quelque sorte, de la mise en place de l'incompétence ménagère quand on a envie vraiment de déléguer aux hommes. Je crois qu'il est très important de travailler sur un modèle de couple à 2 pourvoyeurs de revenus, 2 pourvoyeurs de soins, de façon qu'on puisse se partager, y compris tous les registres, celui de l'autorité et de la tendresse. Et puis enfin, acceptons l'impossibilité d'être tout et refusons la toute-puissance. Je crois qu'être femme ou être homme, c'est faire bon usage du manque, c'est-à-dire accepter d'une certaine façon de ne pas avoir de préoccupation sur le fait d'être un homme ou une femme, mais de devenir une singularité reliée aux autres. Et donc, cela implique de transformer en profondeur le contrat social entre les hommes et les femmes. Merci.